Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer. Bonjour à tous! L'un des défis majeurs des entreprises pour assurer leur développement est la transmission efficace du savoir auprès des collaborateurs. Cependant, les méthodes traditionnelles de formation sont souvent ennuyeuses et inefficaces. Face à ces défis, le marché de l'e-learning n'a pas toujours su répondre aux attentes, avec des LMS peu impactants et des niveaux d'engagement souvent faibles. Pourtant, les sciences cognitives peuvent guider la conception de parcours de formation plus efficaces. Dans cet épisode, Svetlana Meyer va nous dévoiler la méthode innovante conçue par Didask qui est centrée sur les parcours cognitifs pour optimiser l'apprentissage et activer la mémorisation. Bonne écoute à tous! Bonjour Svetlana! Et bonjour Anne-Marie! Eh bien, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode du podcast dans lequel tu vas nous dévoiler donc votre méthode chez Didask pour améliorer les formations pour un apprentissage plus efficace. C'est cela ? Exactement, et merci beaucoup pour l'accueil. Et avant de commencer, donc, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais ? Alors, moi, je suis Svetlana Meyer, je suis responsable scientifique chez Didask et aujourd'hui, je m'occupe de l'activité R&D de notre entreprise. Et celle-ci, elle s'organise un peu autour de deux axes. Il y a l'axe vraiment sciences cognitives qui est le cœur de notre ADN. Donc, sciences cognitives, c'est vraiment l'étude des grandes fonctions du raisonnement humain. Et nous, en tant que LMS, on s'intéresse spécifiquement à l'apprentissage. Et de l'autre côté, on a aussi toute une activité autour de l'IA et de l'IA générative et on se rend vraiment compte que c'est la fusion un peu de ces deux disciplines qui, combinées, permettent de faire en termes de format pédagogique, de création automatique, de parcours e-learning, vraiment des étincelles. Moi, j'ai beaucoup de chance de travailler sur ces sujets et voilà, petit résumé en tout cas de ce que je fais aujourd'hui. Ah, ça doit être passionnant. Donc, Svetlana, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les difficultés que tu as identifiées dans les formations e-learning qui sont proposées aux apprenants ? Oui, tout à fait. En fait, si on regarde aujourd'hui, qu'on prend par exemple au hasard une formation e-learning dans la galaxie de celles qui existent, eh bien si on l'analyse du côté vraiment des sciences cognitives, parce qu'il y a plein de grilles d'analyse qu'on pourrait poser, là je vais vraiment poser celle des sciences cognitives, des principes, des ingrédients qui sont utiles pour bien apprendre, on se rend compte que y a des choses qu'on fait assez bien. Typiquement, cette formation moyenne, généralement, en termes de format qui guide l'attention de l'apprenant, on a souvent des choses qui sont maintenant assez interactives, assez sympathiques. Mais là où vraiment il y a un très très gros manque, c'est au niveau de la mise en action de l'apprenant. Et par mise en action de l'apprenant, là on entend vraiment la mise en action cognitive, c'est-à-dire que toutes les informations qui seront acquises par les formats dont on a parlé, tout ce qui guide bien l'attention, ils vont créer une première trace en mémoire, mais par contre, cette première trace en mémoire, elle va pas forcément être réactivée. Et la réactivation cognitive, c'est vraiment par le biais d'exercices, par le biais de mise en situation, aller la solliciter de manière de plus en plus intensive pour qu'à la fois, elle soit bien consolidée et qu'une fois que l'apprenant retourne à son poste de travail, parce que c'est pour ça qu'ils font des formations, il ait toutes ces nouvelles connaissances et il puisse les utiliser en situation. Oui, donc quelque part, c'est superficiel, c'est ça ce que tu dis, c'est juste une couche qui ne va pas en profondeur. C'est ça, on s'arrête vraiment à la première étape. On transmet l'information, surtout que là j'ai parlé de la moyenne, mais en fait, il y a aussi beaucoup de formations qui transmettent vraiment beaucoup trop d'informations à un rythme vraiment très intensif. On enchaîne les vidéos sans avoir vraiment de respiration. Et par contre, après, ces bases-là qu'on a commencé à poser, en fait, on va pas les consolider. Et donc, quels sont les besoins concrets des apprenants ? Et est-ce que ces besoins diffèrent selon les formats d'apprentissage, d'après toi ? Alors, les besoins des apprenants, généralement... Alors, ce qui se passe, c'est que comme on a tous un cerveau, même si nos points de départ sont un peu différents, en fait, comme on a tous un cerveau, on a à peu près besoin des mêmes ingrédients.
Donc les ingrédients, on en a parlé déjà un petit peu, déjà la remobilisation, donc vraiment le fait de ressolliciter sa mémoire, etc., dans différentes situations, et le fait d'avoir aussi de doser la quantité d'informations qu'on propose pour pas excéder la limite de notre attention, puisque notre attention est limitée, on peut faire rentrer qu'un certain nombre d'informations dedans. Et donc en fait là, je donnais 2 exemples, mais en fait des principes un peu généraux comme ça, il y en a encore d'autres, justement pour garantir un peu ce qu'on appelle le transfert d'apprentissage. Le transfert d'apprentissage, c'est pas juste avoir mémorisé et compris, être capable d'appliquer, mais être capable de reconnaître dans des situations nouvelles qui ont rien à voir avec celles qu'on a vues en apprentissage, en formation, de reconnaître l'occasion d'appliquer ce qu'on a vu. Typiquement, quand on revient à son poste de travail, qu'on est en train de faire plein de choses en même temps, se dire, ah là, je vais mobiliser ce que j'ai appris sur l'écoute active, par exemple, ou sur tel processus que je dois mettre en place dans mon entreprise. Là, je vais reconnaître une situation pertinente pour faire ça. Ça, pour garantir ce transfert d'apprentissage, il faut avoir varié les situations dans lesquelles on permet à l'apprenant de s'exercer. Et ça, c'est quelque chose vraiment où tout le monde bénéficie d'avoir cette variété de situations. Par contre, parfois, il y a des petites différences. Et alors, les petites différences, ça va pas être... alors là, on démonte un grand mythe. Ça va pas être les styles d'apprentissage, être visuel, auditif, kinesthésique. Ça, justement, on va pouvoir... si tu veux, on pourra creuser un peu ce point dans une prochaine question, si tu le souhaites. Mais en tout cas, par exemple, ça va être selon le point de départ en termes de connaissances préexistantes. C'est-à-dire qu'un apprenant, par exemple, 2 apprenants qui vont entrer dans une formation, ils vont pas avoir besoin des mêmes formats, même s'ils sont débutants un peu tous les deux, ils vont pas avoir besoin des mêmes formats tout au début. Par exemple, si le premier, il a des préconceptions qui sont erronées sur le sujet, par exemple, on prenait le sujet de l'écoute active, se dire, par exemple, un manager fort, ce qui compte, c'est surtout sa manière d'exprimer ses idées avec assertivité, de convaincre, en fait, plutôt être, que l'écoute active, c'est pas forcément quelque chose d'efficace pour son style de management donné. Ça, c'est une préconception erronée. Et en fait, il y a un autre apprenant qui n'aura pas cette préconception. Et en fait, eux, ils vont pas avoir besoin des mêmes choses. C'est-à-dire que le premier, avec sa préconception, on va avoir besoin d'abord de déconstruire sa croyance. C'est-à-dire de le mettre dans une situation où il va pouvoir tester son style de management, par exemple, pouvoir tester aussi les bienfaits en fait de l'écoute active pour qu'il puisse recevoir un feedback sur sa fausse croyance et la déconstruire. Alors que si on arrive et qu'on lui dit directement « Ah non, ça c'est pas bien, c'est complètement faux », il y a une partie des gens qui vont se dire « Ah oui, ok, effectivement c'est faux », mais il y a une grande partie qui vont quand même être, on va dire, accrochés à cette fausse croyance, même si c'est au niveau inconscient, et ça va créer un peu des interférences dans leur esprit, c'est-à-dire interférence entre leur fausse croyance qui n'est pas complètement déconstruite et les nouvelles choses qu'on veut leur apprendre après sur les techniques d'écoute active, des techniques de vente commerciaux, c'est aussi un très bon exemple. Et voilà. Alors que un apprenant qui n'a pas de préconception, lui, il faut vraiment commencer par lui dire, commencer par présenter les bases, il n'y a pas besoin de passer par cette étape de déconstruction. Ah je vois ce que tu veux dire. Et justement, donc, pour répondre à cet enjeu, donc chez Didasque, vous avez créé une méthode de conception pédagogique qui est centrée sur les parcours cognitifs. Donc, je crois qu'il y a 4 étapes. Est-ce que tu peux nous en dire plus rapidement, puis on détaillera ensuite chaque étape? Ouais. Alors, justement, cette méthode, en fait, elle part des différents points communs entre les apprenants et avec à chaque fois des petites différenciations selon les besoins. Et cette méthode, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que vraiment, c'est ce qui fait vraiment aujourd'hui au cœur de notre plateforme et de notre intelligence artificielle pédagogique, qui, quand elle va analyser des documents, des matières justement dans lesquelles des recueils d'informations auprès d'experts, des documentations, des PDF, des choses comme ça, elle va regarder un peu justement ce qui est présent comme information et elle va l'organiser selon justement différents parcours cognitifs. Donc les parcours cognitifs, nous on les structure avec différents enjeux d'apprentissage. Donc il y a le premier enjeu qui est de déconstruire. Donc là, déconstruire, c'est vraiment l'apprenant a-t-il des préconceptions préexistantes? Alors ça peut être pour des débutants. Là, on a parlé, par exemple, de quelqu'un qui arrive avec des préconceptions sur l'écoute active. Ça peut être des préconceptions vraiment sur la posture de vendeur ou des préconceptions très techniques. Même, moi, ça fait 20 ans, par exemple, plus pour des experts, moi, ça fait 20 ans que je fais comme ça. Je pense que c'est la bonne manière de faire. Et donc là, cette phase de déconstruction, derrière, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer des formats qui sont adaptés à cette phase et qui sont vraiment pertinents pour pouvoir la dénouer.
Pareil sur les autres phases. Après, on a les phases de découverte, de transmission d'informations, où là, c'est très clairement, on transmet de l'information, mais d'une manière qui soit optimisée par rapport aux ressources attentionnelles de l'apprenant et avec des éléments de contextualisation qui lui permettent vraiment de faire sens de ce qu'on va lui proposer. Et après, on a les phases d'ancrage et de transfert d'apprentissage qui vont vraiment permettre d'ancrer plus en profondeur, d'abord par la répétition juste de formats de complexité croissante, donc vraiment avec ces enjeux, d'abord des QCM pour voir si déjà les grands principes sont bien compris, déjà tels quels, puis après des exercices d'application de plus en plus aboutis, et à la fin le transfert d'apprentissage, c'est dont on parlait tout à l'heure, avec des mises en situation encore plus complexes et qui se rapprochent de plus en plus de la complexité du terrain, voilà, des formats animés par notre intelligence artificielle. L'idée derrière un peu chacun de ces grandes phases, c'est vraiment d'aller la diagnostiquer, de voir où est-ce qu'on va la positionner dans le parcours et de choisir les formats pédagogiques les plus efficaces selon les recommandations en sciences cognitives pour atteindre chacun de ces objectifs. Et quels sont les avantages de cette méthode, justement, par rapport à d'autres approches de conception pédagogique ? Là, nous, on essaye vraiment de partir de l'apprenant, c'est-à-dire de partir de ses besoins, des besoins de sa cognition pour justement réussir, qu'il passe de cet état initial où, là, il a besoin de se former, à vraiment lui permettre d'atteindre ces objectifs-là. Pour passer de cette étape-là à cette étape finale, il y a vraiment tout un ensemble d'étapes et de jalons à atteindre qui sont ceux du parcours cognitif. Et nous, on essaye vraiment de les avoir en tête et ça se distingue, je trouve, par rapport au reste d'autres méthodes que j'ai pu voir. On évite les approches orientées autour des contenus. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Moi, je fais une pédagogie basée sur la vidéo. Moi, j'ai très envie toujours de faire des jeux, de faire ceci, de faire ça. Et en fait, il y a vraiment une philosophie un peu générale autour des contenus et où c'est un peu la priorité. Et nous, on essaye de renverser un petit peu la dynamique, de partir d'abord de l'apprenant. Où est-ce qu'il en est à un instant T? Qu'est-ce que le contenu qu'on essaye dans le PDF, dans cette matière très statique, qu'est-ce qu'elle recèle un petit peu comme piège et comme enjeu pour lui? On essaie vraiment de marier les deux et pas de partir sur un format qu'on va pousser vraiment tout le temps parce que c'est le Graal, la réalité virtuelle, le jeu, etc. Mais plutôt pousser des formats qui sont d'ailleurs plus frugaux, mais qui répondent vraiment à un objectif à l'instant T quand il en a besoin. Eh bien, donc, tu as parlé de 4 étapes. Donc, ce que je te propose maintenant, c'est que tu nous détailles ces différentes étapes, si tu veux bien. Donc, la première étape, c'est la phase donc de déconstruction. Tu as déjà utilisé ce mot plusieurs fois depuis le début de notre échange. Donc, je suis très curieuse. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est et surtout nous illustrer avec d'autres exemples concrets? Ça marche. Justement, on va prendre par exemple, on va pouvoir suivre un commercial, par exemple, qui est relativement débutant et qui arrive dans une nouvelle entreprise avec un nouveau produit. Il y a des sujets sur lesquels, on va revenir sur ces fameuses préconceptions. La déconstruction, c'est vraiment aller identifier ces préconceptions, les erreurs qu'il pourrait faire d'interprétation, que ce soit au niveau de la posture, que ce soit au niveau de technique, que ce soit au niveau de différentes choses. Et en fait, essayer d'aller vraiment, déjà d'une part, les identifier. Donc, par exemple, chez les commerciaux, typiquement on va dire une préconception que peut avoir un commercial débutant, c'est tout ce qui est autour de l'assertivité, je dois très rapidement proposer une solution à mon client parce que c'est vraiment ce qu'il attend, c'est la vitesse. Alors qu'en fait, ce qui est plus valorisé, ça va être d'abord une première étape plus lente de qualification du besoin, etc. Et donc, pour arriver vraiment déjà à identifier cette préconception, eh bien là, nous, on va faire tout un travail, alors soit en ingénierie pédagogique classique avec nos experts, en interaction avec les experts, mais surtout maintenant, en fait, on n'utilise plus quasiment que ça notre intelligence artificielle pédagogique qui va pouvoir regarder, en fait, à partir de ce genre de choses, c'est quoi les préconceptions que pourrait avoir un apprenant débutant à ce niveau-là, ou un apprenant plus avancé selon la cible de l'objectif. Là, pour l'exemple, on va dire un débutant. Et donc là, on va commencer par identifier cette préconception et ensuite, on va la déconstruire. Et donc là, la méthode, selon les sciences cognitives, la plus recommandée pour déconstruire des préconceptions, c'est vraiment l'essai-erreur feedback. Donc là, on va prendre cette préconception, on va inventer toute une situation qui est proche de celle que peuvent connaître les apprenants, donc typiquement un échange avec un potentiel client. Donc un potentiel client, et on va choisir typiquement la situation dans laquelle il est le plus susceptible de se tromper. Donc là, en l'occurrence,
le client qui est vraiment très pressé, où là, on sent qu'on a vite envie de répondre à son besoin, la vitesse, la fameuse préconception dont on parle. Donc, on le met dans cette situation. Un client pressé arrive, il montre vraiment son impatience, il dit qu'il veut un pantalon noir. Et après, ce qui va se passer, c'est que là, on va mettre l'apprenant en action, on va lui poser une question, on dit, à votre avis, dans cette situation, quelle est la bonne manière de réagir? Et là, on va proposer différentes options. Des options d'ailleurs qui sont toutes plausibles, parce que là le grand piège c'est d'avoir des choses très très évidentes, ou des réponses humoristiques. Enfin là vraiment l'idée c'est d'aller taper vraiment dans cette préconception. Donc on va avoir une réponse qui est je lui propose immédiatement notre gamme de pantalons noirs parce que voilà il en a besoin rapidement et c'est la manière de le satisfaire. Avec d'autres choses qui semblent un peu moins désirables, qui vont être, je prends le temps de lui poser des questions, en accentuant même un petit peu la dimension précaution-lenteur, non pas qu'il se trompe pour de mauvaises raisons, mais vraiment pour opposer, en fait, pour mettre vraiment bien en valeur sa fausse croyance. Là, ce qui va se passer, c'est que les apprenants qui n'ont pas cette fausse croyance, ça va renforcer effectivement le fait que l'écoute était importante pour eux, ils vont cliquer sur cette réponse, recevoir un feedback qui est explicatif, qui va leur dire, là, en l'occurrence, ça fonctionne bien. Effectivement, l'écoute, c'est important, c'est ce qu'il faut faire. Mais pour les apprenants qui ont la préconception et qui vont cliquer sur l'autre alternative, celle où, vite, je propose 3 pantalons noirs parce qu'on m'a demandé 3 pantalons noirs, là, il va recevoir un feedback qui va lui expliquer la conséquence de ce choix. On va lui dire, là, en fait, dans cette situation, si tu fais ça, déjà, t'es pas sûr de pourquoi il veut un pantalon noir et quelle forme et comment, etc. Et donc, tu risques de lui faire perdre encore plus de temps et donc de rater un peu ton objectif initial. Et donc là, par ce jeu d'essai, erreur, feedback en mise en situation, là, l'apprenant peut dénouer petit à petit ses fausses croyances justement préexistantes dans l'apprentissage. Et là, on en a cité une, mais dans un parcours d'IDAS qui est généré par notre IA, typiquement, il y en a au début plusieurs. Comme on a un format très granulaire, ça permet vraiment de bien séparer les choses. Première préconception, on prend le temps de la dénouer. Deuxième préconception, on prend le temps de la dénouer. Et après, on avance. Et donc, une fois que cette déconstruction est faite, donc c'est la deuxième étape, donc tu nous as dit que c'était celle de la découverte, de la transmission d'informations. Et donc, comme tu l'as dit, c'est celle où on essaye de transmettre beaucoup de contenu. Et tu as même parlé des vidéos. Ça, c'est ma bête noire aussi. Les e-learning sont complètement créés avec uniquement des vidéos. Donc, comment est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu préconises pour faire en sorte que cette étape-là, cette phase-là, reste digeste? Alors, là, ce qui va se passer, donc pour la phase de découverte, là, tu l'as dit, ce qui est important, c'est la digestibilité, puisque, voilà, nous, notre attention, qu'elle soit visuelle, auditive, enfin, toutes nos ressources attentionnelles sont limitées, peuvent traiter seulement un certain nombre d'informations en même temps. Et sachant qu'en plus, on a besoin, quand on reçoit une nouvelle information, il y a un petit temps de traitement dans notre tête qu'on doit exécuter avant de pouvoir passer un peu à la suite. Donc là, il y a un petit peu 2 enjeux. Le premier, ça va être à un instant T de vraiment avoir seulement les informations les plus importantes pour l'apprenant, et ensuite, quand on passe à la suite, d'avoir vraiment un rythme et une continuité entre les différentes informations. Donc, comment on fait ça aujourd'hui? Ce qu'on fait, c'est qu'on va justement commencer, donc là, c'est avec notre IA, on va commencer à analyser les informations qui sont présentes dans les documents, dans les contenus de nos clients, et on va regarder, OK, là, par rapport à l'objectif pédagogique qu'on a fixé pour l'apprenant, c'est quoi les différentes tâches qu'il va devoir déjà être capable de résoudre, et ça va être quoi les informations qu'il va avoir besoin de connaître pour pouvoir résoudre ces tâches. Donc là, on va faire tout un travail de priorisation. Donc on va aller identifier ce qui est le plus important et on va les granulariser, c'est-à-dire qu'on va vraiment les séparer en différents micro-objectifs d'apprentissage. Chez nous, c'est un nom, c'est la granule. Donc, on va avoir différentes granules d'apprentissage avec, certaines qui vont avoir, typiquement sur le cas de notre vendeur, il y aura des granules sur, typiquement les 3 clés de la posture un peu générique de la posture d'un vendeur performant. Ça va être, par exemple, une première granule, et dont l'objectif, ce sera vue d'ensemble. Après, on aura une deuxième granule où on va creuser un premier point avec des exemples, des choses comme ça, puis une autre granule qui va creuser l'autre point. En fait, là, à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est que quand on aura identifié ces différents séquencements, on va à chaque fois choisir le format le plus pertinent.
typiquement pour donner une vue d'ensemble et montrer des connexions logiques, ce qui est très pertinent, c'est de montrer un schéma. Et donc là, on va être capable justement, nous on a des formats d'analyse visuelle, on va être capable de montrer des blocs connectés les uns aux autres pour montrer effectivement les 3 clés, comment elles se positionnent, est-ce qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre, etc. Voilà, pour mettre en valeur ces liens logiques. Par contre, après, quand on va en creuser un en particulier, on a reparlé tout à l'heure de l'écoute, de la qualification du besoin. Et bien là, on va vraiment aller sur ce qu'on appelle un cas résolu, c'est-à-dire on va commencer par expliquer le principe et après on va montrer comment ce principe va s'incarner dans la réalité, histoire que ça soit pas abstrait, comme parfois on peut le voir dans certains choix pédagogiques. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller sur du concret par rapport à l'objectif pédagogique. Oui, donc très pratico-pratique. Exactement. Très bien. Donc, une fois que notre apprenant a pris connaissance de tous ces contenus, donc il faut qu'il mobilise ses connaissances, ses nouvelles connaissances acquises et qu'il s'en souvienne. Donc là, on va être sur la 3e étape, si j'ai bien suivi. Et donc, quels sont tes conseils au niveau de cette étape, surtout pour lutter contre la courbe de l'oubli ? Et oui, parce que la courbe de l'oubli, c'est vraiment l'ennemi numéro 1. Je pense qu'on a tous pu l'expérimenter. D'ailleurs, une courbe sur laquelle on est très avancé, c'est typiquement si on doit essayer de se rappeler des contenus de quand on était dans nos études ou ce genre de choses. Il y en a certains qu'on connaissait vraiment par cœur. Aujourd'hui, on est très loin à l'asymptote de la courbe de l'oubli. On n'en a plus aucune idée. Et là, sur les apprenants, à très court terme, c'est vraiment l'enjeu. Surtout que, on est quand même à une époque où on reçoit beaucoup d'informations, que ce soit dans notre environnement de travail numérique, ou aussi dans notre vie personnelle sur les réseaux sociaux. Donc en fait, toute la journée, si on pense à l'apprenant dans sa globalité, il a vraiment beaucoup d'informations en compétition dans sa mémoire, quoi. Et donc là, l'idée, ça va être vraiment de renforcer par des exercices, par de la remobilisation, les informations les plus importantes de la formation. Et le premier point qui est très important, qui est très sous-estimé, alors là, une préconception à déconstruire. Souvent, on se dit, finalement, un tiers, on va dire même la moitié de transmission d'informations, la moitié d'exercices, c'est pas mal, c'est un e-learning très actif. Mais en fait, quand on regarde la recherche justement en sciences cognitives sur la mémoire, on se rend compte que si on veut encore augmenter les performances en termes de mémorisation et de la rétention pour qu'elle soit vraiment, qu'elle continue jusqu'à 2-3 mois, jusqu'à ce que l'apprenant commence à mobiliser l'information sur son poste de travail, ça c'est vraiment la clé. C'est vraiment d'imaginer ce relais, d'avoir suffisamment consolidé l'information pour qu'elle persiste dans sa mémoire jusqu'à ce qu'il en ait besoin et qu'il continue à la consolider par lui-même sur son poste de travail. Et donc là, en fait, il faudrait aller pas sur de la moitié, mais sur les 3/4. Et surtout, pas juste sur des exercices. Quand on prend de nouveau notre e-learning moyen, par exemple la formation moyenne e-learning de commerciaux, on va avoir beaucoup on va dire, de tests sur des pratiques, de cas assez abstraits dans lesquels, dans cette situation, que faites-vous, mais très très abstrait. Et en fait, il faut aller sur des choses beaucoup plus concrètes, très 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 proches du terrain et d'un échange avec un client. Typiquement, c'est en confrontant les commerciaux, après les avoir testés justement sur les principes, est-ce qu'ils les ont bien compris. Ça va être commencer par analyser des situations où ils vont devoir se dire là, ce client, il est plutôt dans tel type, je vais lui dérouler plutôt tel type d'argumentaire ou plutôt tel autre type. Puis aller sur des choses de plus en plus complexes où c'est pas juste de l'analyse, mais de l'application, et de l'application pas juste d'un principe, mais de plusieurs principes en même temps. Et donc vraiment d'avancer comme ça sur, on va dire, le spectre de la complexité pour renforcer déjà chaque trace, chaque information, chaque savoir-faire individuellement, mais aussi augmenter leur connexion. Quand on les mobilise simultanément, on mobilise plusieurs compétences simultanément, augmenter leur connexion avec les autres connaissances de l'apprenant. Et donc là, tu parles beaucoup d'exercices, de mise en pratique, mais c'est pas évident d'imaginer autant de cas pratiques pour couvrir tout le parcours de formation. Donc, quel est votre secret pour y arriver ? Eh ben oui, ça c'était, là justement, nous on a vu ça pendant effectivement des années. C'était la grande difficulté parce que nous, avant d'être un LMS, on était un outil auteur et on accompagnait beaucoup nos clients de l'utilisation de l'outil auteur. Et je me rappelle à l'époque, quand on n'avait pas encore notre IA pédagogique, c'était vraiment, on essayait de former à cette pédagogie-là et tout le monde disait mais oui, c'est une très bonne idée, c'est très bien, mais on n'a pas le temps, c'est beaucoup trop long. Et justement, c'est pour ça, nous, quand on a vu toutes les nouveautés justement qui sont sorties dans les IA génératives fin 2022,
on les a vus, on s'est dit, mais ça répond à ce problème du marché qui est le manque d'activité interactive dans les e-learning et qui fait qu'il y a toujours cette résistance un peu au e-learning. On le fait, mais tout le monde se dit « Ah, c'est un peu au rabais quand même par rapport à des vraies mises en situation, des vraies choses comme ça. » Voilà, c'est vrai, ce type de format très interactif, là, on se dit « Mais maintenant, on a enfin moyen de le faire en e-learning. » Et donc, là, nous, ce qu'on fait, c'est que, voilà, c'est tous ces formats-là, toutes ces situations, tous ces exercices, ce continuum d'exercices avec complexité croissante, ça va être notre intelligence artificielle pédagogique qui va les imaginer en partant justement de l'expertise qui a été transmise et aussi en partant des scénarisations, imaginant des réponses. Nous, on a vraiment injecté plein de recommandations issues des sciences cognitives dans notre intelligence artificielle parce que voilà, si on lui dit écris-moi une formation pertinente ou un exercice pertinent, il va prendre un exercice un peu moyen inspiré de ce qu'il y a qui existe un peu sur Internet. Donc ça va être très basique. Et donc, nous, on a fait tout un travail, justement, de lui dire qu'est-ce qu'un bon feedback ? Qu'est-ce qu'une bonne situation ? Comment tu vas élaborer tes réponses ? Et comment tu vas élaborer tes réponses pour des QCM, un peu de mémorisation ? Et comment tu vas élaborer tes réponses pour des exercices de mise en situation où la complexité, elle est beaucoup plus grande. Donc là, on va avoir tout ce travail-là de prompt engineering pour arriver à ce que maintenant, aujourd'hui, notre intelligence artificielle pédagogique, ce qu'elle va faire, elle va prendre le document et créer une première base d'exercices, certaines proportions aussi d'exercices que nous, on lui a commandé de faire, qui est un peu plus que justement que 50%. Et voilà, comme ça, après, tous nos clients peuvent partir avec une première base très interactive et dans lesquelles ils peuvent piocher, choisir ce qui leur semble plus convenir à leur cas. Oui, donc là, il y a une vraie aide au niveau de la rapidité d'exécution, de la rapidité de production et de la rapidité d'imagination, je dirais, pour imaginer tous ces cas pratiques. Et oui, parce que souvent en plus, et c'est normal dans les entreprises, il y a parfois une séparation entre les équipes qui sont à la conception d'ingénierie pédagogique et les experts. Et où en fait on voit que les experts, ils connaissent très bien les situations, les erreurs, tous ces enjeux-là. Mais par contre, quand on leur fait écrire des exercices, c'est pas du tout leur métier et c'est un peu à côté. Et à l'inverse, on va avoir des concepteurs, conceptrices pédagogiques qui savent faire des super exercices, mais qui, tu parles de cet exercice d'imagination, c'est pas quelque chose de simple. Et donc là, justement, on essaye vraiment avec ça de marier un petit peu, faire le pont un peu entre ces deux expertises et de permettre, quel que soit l'expert ou le concepteur pédagogique, d'avoir des exercices performants et pertinents par rapport aux mises en situation qu'on veut mettre en scène. D'accord, très bien. Et donc, on va arriver à notre 4e et dernière étape, qui est celle, tu disais, du transfert de connaissances. Et donc, concrètement, comment est-ce que vous faites pour que ce soit efficace ? Et oui, alors le transfert d'apprentissage, là, c'est justement quelque chose de très récent. Parce que avant, on était technologiquement assez limité sur le sujet du transfert d'apprentissage. Donc, le transfert d'apprentissage, pour le reposer un peu le concept, c'est vraiment quand l'apprenant, il a suffisamment progressé pour être capable d'appliquer ce qu'il a vu en formation, non pas dans des contextes juste proches de ceux de la formation, mais qu'il est capable de l'appliquer sur le terrain, dans des situations nouvelles qu'il n'a encore jamais rencontrées. Et ça, c'est un peu le Graal de l'apprentissage, la dernière étape qu'on aimerait tellement, tellement atteindre. Et là, pour l'atteindre, en fait, on a besoin de formats très immersifs. Et où là, l'apprenant va pouvoir, dans des productions beaucoup plus complexes, là, ça va être par exemple une simulation d'un échange avec un client, tester des réponses, recevoir un feedback. À l'inverse, par exemple, pour des experts qui doivent rédiger des notes techniques, recevoir un feedback expert sur sa note technique, qui est une tâche quand même assez complexe. Ça, c'est quelque chose de difficile et pour lequel l'expertise est rare. Et alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un format avec un coach intelligence artificielle. Donc là, justement, notre intelligence artificielle existe en production de contenu. Et là aussi, maintenant, on l'a depuis quelques temps développé en animation de contenu auprès des apprenants. Et on a commencé par ce format, l'activité corrigée, où vraiment, on met les apprenants dans des situations complexes, des interactions clients, des rédactions de notes techniques et l'intelligence artificielle pédagogique, à partir de documents, à partir de certains éléments que le concepteur aura prédéfinis en amont, elle va être capable de faire des feedbacks à l'apprenant pour qu'il puisse comprendre un peu où est-ce qu'il en est. Typiquement, le vendeur
dont on parlait tout à l'heure, ça va être, on aura un cas, par exemple, un peu client, un peu spécifique, qui aura des contraintes particulières, et lui, il va devoir appliquer tout ce qu'il a vu précédemment à ce nouveau client. La connaissance produit, par quel angle je commence par le présenter. D'ailleurs, c'est quoi la première phase de mon échange avec ce client? Quelles sont les premières questions que je commence par lui poser? Tous ces éléments-là, en fait, il va pouvoir les faire en situation avec un coach IA qui va pouvoir lui faire des feedbacks au fur et à mesure, déjà le laisser faire tout seul, voir un peu sa première intention, et après lui dire « Ok, là, tu as commencé par poser telle question, mais en fait, le client t'avait, dès les premières interactions, pointé ce point que tu n'adresses pas. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour te corriger ?» Et en fait, l'amener comme ça, l'accompagner comme s'il était à ses côtés pour, on va dire, aller sur ces tâches de plus en plus complexes et sur lesquelles aussi on peut avoir une grande variété de sujets, puisque la variété et la complexité, c'est vraiment la clé du transfert d'apprentissage. Ah, c'est chouette d'avoir ce coach virtuel au quotidien à côté de soi. Pour l'instant, il est sur Didask, mais on travaille à le mettre aussi dans les outils de travail, typiquement, par exemple, sur les messageries ou ce genre de choses, pour aussi limiter la barrière, la friction d'aller sur un LMS pour se former. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Svetlana pour nous avoir détaillé donc ces 4 étapes. Donc, on va arriver à la fin de notre épisode et je vais avoir une dernière question pour conclure. Donc, chez Didask, comme on l'a vu, donc tu nous as bien expliqué que vous avez déjà intégré donc l'IA dans ce parcours cognitif. Comment est-ce que toi tu vois justement l'évolution de l'intégration de l'IA dans l'apprentissage en ligne? Là, tu nous as parlé d'un coach virtuel. Donc, comment tu vois ça? Et bien justement, là, on parle de coaching et je pense que ça va être ça la prochaine étape, puisque là, le coaching dont j'ai parlé, c'est très orienté sur une tâche donnée. Mais en fait, on se rend compte que les apprenants, quand bien même il y a de l'adaptive learning, aujourd'hui, l'adaptive learning, c'est utile, mais par contre, c'est vraiment juste réordonner des séquences selon les besoins de l'apprenant. Je pense que la prochaine étape de l'intelligence artificielle justement, dans le e-learning, ça va être de donner vraiment de la cohérence à l'apprenant, ses parcours d'apprentissage, déjà, dès le début, posant avec lui un objectif d'apprentissage. C'est-à-dire, OK, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Dans quel contexte? Pourquoi? Et en fait, ça, à partir de ça, lui créer son parcours d'apprentissage parmi différentes modalités, qui sont celles dont qu'on a détaillées aujourd'hui. Et en fait, après, faire vraiment un suivi un petit peu de long terme, parce que ça, c'est des choses typiquement qui demandent vraiment du temps, qui demandent aussi une expertise d'arriver à vraiment aider l'apprenant à bien clarifier son idée, qui pose un objectif qui est pertinent par rapport à lui et dont il pourra observer justement la progression. Ça, c'est vraiment tout un travail de coaching qui nécessite une expertise. Et donc là, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est vraiment l'accompagner à ce niveau-là et après que l'adaptive learning soit vraiment la création, pas juste la réordonnement, on va dire, la création de modalités pour l'aider à accomplir cet objectif. Parce que là, en termes là, ça fait un peu écho au plus gros résultat, on va dire. S'il devait y en avoir un des plus gros résultats en littérature, c'est ce qu'on appelle l'effet 2 sigma. 2 sigma, c'est un terme pour dire que vraiment on arrive à faire du quasi plus 200% en termes de performance d'apprentissage sur certains apprenants. En fait, quand on leur met un coach à côté d'eux qui est capable de vraiment les accompagner. C'est-à-dire que ça, c'est des études qui ont été faites avec des tuteurs humains qui accompagnaient justement des élèves et on voyait qu'avoir cet accompagnement très précis dans l'élaboration de la stratégie, dans la transmission des informations, dans l'élaboration de feedback, ça avait des effets incroyables sur les performances d'apprentissage. Et bien là, justement, c'est quelque chose qu'on veut reproduire maintenant, mais avec l'intelligence artificielle, parce que des humains qui ont le temps de coacher absolument chacun des autres humains, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, l'IA, ce qui est bien, c'est qu'elle est dispo, elle est là. Donc voilà, on va essayer de la créer. Écoute, le futur s'annonce passionnant. On espère, on y travaille en tout cas. Oui. Eh bien, merci beaucoup Svetlana pour cet épisode. Donc, comme d'habitude dans les notes de l'épisode, donc j'indiquerai ton contact LinkedIn. J'indiquerai également le site de Didask et également le lien de ton livre Tous pédagogues. Merci beaucoup. Tu veux nous en dire juste 2-3 mots sur ce livre? Oui, alors Tous pédagogues, c'est un livre que l'on a écrit justement avec Philippe Moore, notre directeur produit, et dans lequel on détaille vraiment tous les partis pris un petit peu de notre pédagogie. Mais en fait, notre pédagogie, c'est un peu de manière générale les recommandations des sciences cognitives, mais sous un angle très pratico-pratique. Parce que des ouvrages de vulgarisation, il y en a beaucoup. Des ouvrages très pratiques de méthodes d'ingénierie pédagogique, il y en a aussi beaucoup. Et nous, on voulait un peu quelque chose entre les deux qui fasse le pont et c'était l'objectif de ce livre.
Eh bien, très bien. Merci Svetlana. À très bientôt. Merci à toi, Marie. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.